Bonsoir à tous et à toutes, et à tous. Merci d'être venus pour cette conférence intitulée « Dans la peau d'un explorateur ». Et je vous remercie d'être là malgré l'élan de grève et les difficultés que ça peut engendrer pour tout un chacun. Donc ce soir, c'est un programme assez différent peut-être des conférences proposées habituellement par le laboratoire APSI, qui est à visée étudiante malgré tout, et sur le thème de informer et prévenir des risques au sens large du terme. Donc là, on avait envie, l'équipe qui a travaillé un peu sur le projet, de proposer quelque chose d'un peu plus exotique, donc à savoir le suivi d'une expédition polaire qui a été menée par Sébastien Roupinet, qui est à mes côtés ici, qui va prendre la parole juste après, avec deux collègues. Ils sont partis à 3 sur l'archipel canadien, dans le Grand Nord, dans le cercle polaire, pour traverser toute cette grande zone hostile ou pas, on va voir, en autonomie, sans moteur, sans assistance extérieure, avec un bateau à voile, char à glace. Donc il va vous expliquer tout ça. Donc de la base de cette expédition, que je connaissais depuis quelques années, on se connaît par ailleurs, on a eu cette idée avec les collègues, notamment Sarah Levigourou qui présentera après Sébastien, de monter un projet qui allait se greffer, un projet cette fois-ci de recherche universitaire, qui allait se greffer donc sur cette expédition-là. Et donc nous, on s'est intéressé au suivi finalement des affects, du stress, de l'activité physique, ces effets-là en environnement extrême, et qu'est-ce qui pouvait influencer quelles variables. Donc Sarah vous parlera de tout ça un peu mieux que moi. Et donc, je ne tiens pas la parole plus longtemps, je passe tout de suite le micro à Sébastien qui va vous présenter tout ça. Merci à tous. Vas-y. Bonsoir, mais merci d'être là. Je vais présenter en fait en 3 petits films. Un premier qui était la présentation avant l'expédition, avec des images qui ont été faites dans l'expédition précédente. Le deuxième, c'est des images de cette expédition que je vous commenterai. Et après, je laisserai défiler des photos des différentes expéditions. Et là, on pourra discuter entre nous justement de tout ce que vous voulez par rapport à ces expéditions. Donc je vais lancer.
Donc voilà, ça c'était le teaser d'avant XP. Et maintenant on va rentrer vraiment dans la dernière XP. Il y a juste quelques images, c'est pas encore un vrai montage, sans son d'ailleurs, que je vais vous commenter au fur et à mesure, pour vous montrer un peu ce qu'on a vécu et pouvoir en parler après. Donc là, on est au départ de Saxe-Harbor. C'est l'endroit où on avait laissé, je vais d'ailleurs faire une pause quand même. Les images qu'on a vues avant, c'est l'expédition de 2018, où on a passé 83 jours sur la banquise. On voulait partir de l'Alaska, aller jusqu'au pôle Nord, et après redescendre sur le Spitzberg. Malheureusement, au bout de 2 mois à peu près, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus assez de nourriture, on avait perdu trop de temps dans les conditions très dures qu'on a eues au début. Et donc on ne pouvait pas aller dans les temps jusqu'au Spitzberg. Donc on a décidé de faire demi-tour et de redescendre sur le Canada, sur Saxe-Harbor, sur l'île de Bank. Et on a laissé le bateau à Saxe dans un hangar pendu au plafond. En 2019, on n'a pas pu y retourner. Et en 2020, il y avait le Covid. 2021, c'était toujours bloqué. Et 2022, enfin, on a pu y retourner et repartir. Donc le bateau, cette année, aura fait 6 mois de navigation sur la banquise. Et là, donc, on a retrouvé le bateau, on a regréé, et puis on est parti. Et voilà le départ de Saxe. Donc, comme on voit, le bateau navigue sur l'eau et sur la glace. On espérait naviguer plus sur l'eau parce que c'est quand même beaucoup moins fatigant. Mais malheureusement, on a fait 80% du temps sur la glace et juste 20% du temps sur l'eau. On a parcouru environ 3000 km. Et voilà, donc 2500 en route directe sur la glace. Donc on a beaucoup poussé. Là, c'était au début, des belles conditions, de la glace lisse, un peu d'eau dessus, ça allait bien. Les baleines. Là, c'est les baleines boréales. Il y en aurait à peu près encore 400 sur la planète. On en a vu une quarantaine, donc on a eu quand même beaucoup de chance. D'ailleurs, j'y croyais tellement peu, vu le nombre qu'on envoyait au début, que je pensais que c'était des baleines à bosse au tout début, jusqu'à un moment où, non, en fait, beaucoup trop trapus pour des baleines à bosse. Mais on était vraiment impressionnés. Il y a des journées, on envoyait 10 d'un coup. Donc après, on a fait la route vers le nord. Là, c'est un crack. Il y a un moment dans l'année, c'est ce qu'on a essayé de faire pour pouvoir progresser, où la banquise se détache de la terre. Et il y a des cracks qui se forment. Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver ces cracks pour pouvoir monter. Donc ça demande beaucoup de recherche, d'intuition pour arriver à trouver le bon passage. Et là, sur ce crack, on a eu pas mal de chance. Souvent, quand il y a des beaux cracks, il y a aussi des ours, parce que l'endroit où il y a des cracks, il y a plus de phoques, il y a plus de belugas, il y a plus de vie. Donc les ours sont le long du crack à attendre, avec une belle crête de compression. Et on continue notre route vers le nord. Là, on commence à voir l'île de Prince Patrick, qui était notre deuxième île, et la première île non habitée. Et en fait, l'île de Bank, qui est la première île, et la dernière île, qui est l'île Ellesmere, ont été pas mal visitées. Mais les 6 îles qui sont au milieu, la dernière expédition, qui n'était pas juste une dépose en hélicoptère ou en avion, c'était en 1930. Depuis, il n'y a eu aucune expédition qui est venue par ses propres moyens sur toutes ces îles. Là, le bateau, au départ, le bateau fait 200 kilos. Il y a 300 kilos de nourriture, plus notre équipement, etc. On est à 600 kilos là, sur le départ. Et on gagne 3 kilos par jour. C'est la nourriture. Donc c'est assez physique. En moyenne, sur le début de l'expédition, on faisait 30 km par jour. Et puis petit à petit, ça a baissé. Et sur la fin, on a eu des conditions de glace vraiment compliquées. On était content quand on arrivait à faire 5 km. Donc c'était les caribous. Au début, on avançait tout doucement, on essayait de se cacher un peu pour les voir. Et en fait, au bout d'un moment, ils nous ont vus et ils sont venus vers nous. Donc, on aurait dû se faire remarquer tout de suite, ça aurait été plus simple.
un loup. C'était à peu près le seul animal qu'on ne pensait pas voir en Arctique parce que c'est tellement rare d'arriver à les voir. Et là, on était en train de manger. D'un seul coup, il y a Eric qui fait « Oh, tiens, un loup !» Il était juste là, il s'était éloigné, il était à une vingtaine de mètres, mais au début, il était à une quinzaine de mètres du bateau. Et il nous regardait tranquillement, on était en train de manger. Puis, c'était vraiment, vraiment super comme rencontre. Donc là, on voit que le bateau peut glisser tout seul sur la glace grâce à ses voiles. Ce jour-là, on a fait 45-50 km. C'était une des meilleures journées, sans se fatiguer. Ouais. On court aussi quand même à côté du bateau de temps en temps, mais par rapport aux autres journées, c'est vraiment une journée pas fatigante. Mais c'est pas tous les jours comme ça. On voit les panneaux solaires sur le bateau. En fait, ça nous permet de recharger les batteries, qui nous permettent de charger déjà les instruments de navigation, c'est-à-dire le GPS, c'est pas grand-chose, les caméras pour pouvoir vous ramener des images. Et aussi, pendant le premier mois, on a tout chauffé avec la bouilloire électrique. Le deuxième mois, on était à plus de 45%, et le dernier mois, on était à 25% à peu près d'eau chauffée, d'aliments chauffés avec la bouilloire électrique. Donc ça nous a permis de réduire énormément la quantité de gaz embarqué. Donc on voit au piolet, il y a des moments, c'est mètre par mètre. La pire journée, ça a été 3 km dans la journée. Mais c'est arrivé vers midi, 1h, on avait fait 500 mètres des fois certains jours. Alors là, on filtre de l'eau, on pompe pour filtrer de l'eau, pour prélever de l'ADN. Et on ramène les filtres et ça permet de... Après, donc, les chercheurs prélèvent l'ADN qu'il y a dans les filtres et ça permet de savoir quels sont les animaux qui sont passés dans cette eau la semaine précédente. Donc ça peut être les mammifères, les poissons, les bactéries, les virus. Donc tout ce qui est de l'ADN se retrouve dans les filtres. Voilà, et donc ça n'a jamais été fait donc, dans cette région. Donc c'était vraiment intéressant comme relevé. Les belugas, on en a vu à peu près 400. Et presque à chaque fois, quand ils nous croisaient, ils s'arrêtaient, ils faisaient demi-tour, ils tournaient la tête, ils nous regardaient, et puis ils repartaient. Donc je crois que c'est le seul endroit, j'ai navigué beaucoup en Arctique, mais j'ai jamais été aussi proche de la nature que dans cet endroit. Et vraiment, les animaux n'avaient pas peur, très très curieux, au moins autant que nous. Par moments, il y a un peu d'eau, on en profite, des moments calmes. Les petits renards. Là, on monte sur le glacier, parce qu'en fait, la mer était tellement chaotique que c'était plus facile de naviguer sur le glacier. Donc plus facile, on voit que c'est pas si facile que ça. Et là, donc, c'est la montée du glacier. C'est un grand glacier, le glacier de Warden. Et on a fait 48 km sur ce glacier. Et dans le premier jour, 35 km. Et on est monté de 100 mètres. On a fait 100 mètres de dénivelé positif. Le soir, on a dormi à 100 mètres. Et au petit matin, on avait une mer de nuages en dessous du bateau. Là, c'est en haut du glacier, sur un lac qui avait regelé. Des conditions idéales. C'est un canyon entre deux lacs sur le glacier. Ça, c'était vraiment exceptionnel. C'était une journée magique. En plus, grâce au vent, on n'a pas trop forcé en fait dans cette journée. Quand on a commencé à monter, on s'est dit ça va être compliqué, long. Si ça se trouve, on ne savait pas si on allait y gagner ou pas. Et finalement, ça a été une très très belle journée. Il y a juste la fin de la descente du glacier. Mais là, comme on voit, c'était quand même un petit peu raide. On a mis 2 heures pour faire ces 10 mètres. Le temps de bien installer tous les palans. Et on était obligé de faire descendre le bateau de travers parce qu'on ne pouvait pas aller de face, parce qu'il y avait des blocs qui nous empêchaient d'aller de face. Donc il fallait retenir par le mât pour pas qu'il chavire. C'était
un petit moment de stress quand même. Et sous la neige. C'est la mer qui est en train de regeler. Et ça, c'est des conditions qui sont vraiment dures parce qu'on ne peut pas vraiment s'appuyer. Ça bloque beaucoup le bateau, mais on ne peut pas s'appuyer dessus parce qu'on passe à travers sinon. Alors de temps en temps, quand on sait qu'il n'y a pas trop de distance et que la glace tient à peu près, on passe en courant très très vite avec un bout et on se jette sur la glace au bout pour pouvoir tirer le bateau parce qu'on gagne énormément de temps à faire ça, mais c'est quand même un peu chaud. On voit l'hiver revient, il commence à faire dans du moins 10, moins 15. Donc le bateau a été bien maltraité, mais on n'a pas eu assez peu de problèmes en fait techniques avec le bateau. C'est moi qui ai conçu et construit le bateau et je comprends toujours pas comment il a fait pour tenir tellement on l'a martyrisé. Donc à faire le passage. Il y a des journées où c'est tout le temps comme ça, toute la journée à dégager les blocs, à positionner, à chercher les passages, partir devant, essayer de trouver des passages, revenir en arrière. Sur le dernier mois, pendant 20 jours, on n'a pas touché l'eau. On était tout le temps sur la glace et avec une glace particulièrement cassée parce qu'au nord d'Ellesmer, c'est le nord d'Ellesmer, là, donc vraiment l'île la plus nord de l'archipel canadien. Il y a toute la banquise qui vient s'écraser dans cette zone-là. C'est là où il reste les plus vieilles glaces de l'Arctique. Et ça fait que c'est un gros chaos de vieilles glaces. Et au bout de 78 jours, on s'est arrêté pour la première fois pendant plus que 10 heures pour dormir à cause du mauvais temps. Normalement, on devait s'arrêter 48 heures. Et puis finalement, on est resté bloqué pendant 6 jours. 6 jours avec grosse tempête. À la fin, c'était tellement fort qu'on n'osait même plus descendre du bateau parce qu'on avait peur qu'il s'envole. On voulait garder notre poids dessus, malgré qu'il était bien attaché. Et à l'intérieur du bateau, on avait 1 centimètre de glace partout. Et Eric, quand il a voulu plier son duvet pour repartir, le duvet était coincé, il était collé à la cloison tellement il était gelé. On avait double duvet, on n'avait vraiment pas froid. Mais ça faisait bizarre de passer 6 jours arrêtés et bloqués dans un espace ça fait 1,70 m et de haut au plus haut et 2 mètres par 2 mètres sinon, à 3 dedans. Ouais. Content, on l'a fait. Content. On a un beau chemin derrière nous. Ah ouais. Ah, dis donc. Ouais, sacré truc. Hein. Ouais. On est le 13 septembre. Là, on peut dire 2022. 8 îles passées Ouais. par le nord. Et voilà le parcours. Voilà, maintenant je vais mettre un peu des photos à défiler et on va pouvoir discuter. Je pense que vous avez quelques questions à poser. Sarah, est-ce que tu veux déjà toi parler un peu D'accord. Vous imaginez bien qu'après ce genre d'image, nous derrière, en tant que chercheurs, on a des milliards de questions qu'on se pose et vous comprenez pourquoi on contacte ce genre de personnes pour essayer de monter des choses avec eux parce que c'est assez unique. Donc, si vous avez des questions, je me fais le porte-micro et je cours à travers l'amphi pour passer le micro. Je cours pas trop vite. C'est penché quand même. Bon. Moi j'ai une question, Seb, en fait. Ah, il y a une question là-haut. Ça, c'est au Mont Forel, c'est le sommet du Groenland. J'y suis allé en 2019. On était à 2e expédition à y aller avec en chien de traîneau. La première expédition, c'était Paul-Émile Victor. Donc ça faisait plaisir d'aller derrière lui dans cet endroit. Bonjour, du coup, merci d'être là et merci pour votre enthousiasme. Je trouve que c'est super chouette. Vous disiez qu'il y avait beaucoup d'endroits où il y avait peu d'eau
et où il fallait traverser en courant, par exemple, parce que la glace était très fine. Ça vous est arrivé de passer un peu à travers la glace ou d'avoir peur vraiment de tomber dans l'eau? Oui, très très souvent. Très très souvent, même ouais, au moins je dirais 3 fois par semaine. Et certains jours, plusieurs fois par jour. Voilà. Après, quand on court comme ça, du moins, le souci, là par exemple, si on passe à travers, le problème c'est que c'est de la glace assez fine sur laquelle on peut difficilement s'appuyer. Et on a une corde entre nous et le bateau, mais quand on tire, on risque de se faire mal. Donc on n'a vraiment pas envie de passer à travers. Mais ça peut arriver, mais on est toujours bien sorti pour ne pas passer à travers dans ces glaces-là. Et après, souvent, on passe à travers dans de la glace où c'est un agglomérat en fait de plein de morceaux de glace qui sont à moitié regelés. Et ça prévient pas, c'est assez traître. Et il y a des fois, on n'avait quasiment pas le choix d'essayer de passer rapidement dessus. Et le problème, c'est que quand on passe dedans, si on passe les épaules, la glace se referme autour du cou et c'est très dur de ressortir. Et la meilleure solution, c'est qu'un autre vient t'attraper et te sorte comme ça. Donc on évite. Et ce qui est vraiment dur, c'est quand on passe, la plupart du temps, on ne mettait pas les combinaisons étanches parce qu'on suait trop dans les combinaisons étanches et on préférait être mouillé une fois de temps en temps avec nos affaires, nos vêtements classiques, plutôt qu'en combinaison étanche et suer. Et le plus dur, c'est quand on passe à l'eau juste le matin, alors qu'on n'est pas encore chaud. Alors ça, c'est vraiment dur. Et le pire, c'est quand on passe à l'eau le soir, parce que le lendemain, on sait qu'on a les bottes, c'est un bloc de glace, le pantalon, c'est un bloc de glace, tout est un bloc de glace. Et le matin, pour se rhabiller, déjà, c'est super compliqué. Et en plus, après, pour se déplacer, pour arriver à réchauffer tout ça, c'est dur. Mais quand on passe à l'eau, je dirais, entre midi et 3 heures de l'après-midi, ça n'est pas un vrai problème. Et on est aussi, mentalement, on est toujours, du moins, on tient quelque part notre corps toujours prêt à ce choc de tomber dans l'eau froide. Et donc on y tient, du moins, on résiste bien. Là, par exemple, si ça craquait sous mes pieds et que je tombais dans l'eau aussi froide, je pense que ça me ferait vraiment un gros choc. Tandis que là, vu qu'on est toujours un peu entraîné, toujours prêt mentalement à passer à l'eau, on le vit assez bien. Alors déjà, félicitations et bravo. En fait, j'ai profité d'avoir la parole pour poser 2 questions. La première, quel type de préparation physique, médicale, mentale, peut-être psychologique? Et la deuxième, qui a écrit les messages sur les étoiles colorées? Donc pour la première, l'entraînement, je pense que je m'entraîne depuis que je suis tout petit. Je ne suis pas très grand, mais j'ai rarement beaucoup de temps pour, du moins moi perso, mes équipiers beaucoup plus, mais j'ai rarement beaucoup de temps pour m'entraîner spécialement les mois avant le départ d'expédition, parce que ça demande tellement de préparation et souvent je me retrouve plutôt seul, un petit peu aidé par mes équipiers, mais pas énormément. Donc moi perso, j'ai pas le temps de m'entraîner énormément. Donc c'est un entraînement de tous les jours depuis tout le temps, mais je vais pas courir ou faire de la muscu ou quoi que ce soit, d'un entraînement particulier pour partir. Après, c'est des expéditions qui sont très longues et où on n'a pas spécialement besoin d'être au maximum le premier jour. Là, cette année, on est parti pendant 10 jours avant l'expédition. On a fait un premier tour pendant 10 jours avec le mécène qui nous a permis de faire cette expédition, qui en échange nous a demandé de l'amener un petit peu, voir où on allait. Et donc là, j'ai pu un petit peu me remettre en forme à ce moment-là. Mais sinon, ouais, malheureusement, rarement le temps de vraiment m'entraîner. Mentalement, aucune préparation. Avec Eric, on a l'habitude de faire des expéditions ensemble. On a à peu près la même manière de gérer le mental, c'est-à-dire qu'on est tellement heureux d'être dans ce paysage, dans ces endroits, que tout passe plutôt bien. Jimmy a eu beaucoup plus de mal. Il s'était pas imaginé la dureté de l'expédition. Et voilà, ça a été un peu plus dur pour lui de gérer la partie mentale. Voilà. Et après, pour les étoiles,
En fait, en 2018, quand on est parti, il nous manquait une partie du budget. On a fait une campagne d'aide participative et c'était votre étoile au pôle. Et donc, chaque personne qui achetait une étoile pouvait marquer ce qu'il voulait sur son étoile. Et c'était déjà, ça fait une déco, moi, que j'aime bien. Et en plus de ça, quand on est dans un moment un peu dur et qu'on est en train de pousser le bateau, de forcer tout ça, de voir le nom de toutes les personnes qui nous ont aidés, c'est quand même assez agréable. Ça, c'est au Groenland. J'ai habité pendant 1 an et demi au Groenland, donc avec nos chiens. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation et cette immersion. C'était assez fantastique. Moi, j'ai pas mal de questions. Du coup, vous m'arrêtez si jamais ça devient trop long. Pour commencer, ma première question, c'était par rapport à vos conditions de sommeil. À quoi ça ressemblait un sommeil pendant ces 83 jours? Est-ce que c'était très fractionné? Est-ce que vous arriviez à avoir des vraies nuits ou pas? On faisait des vraies nuits. En fait, à part quelques 2 nuits, je crois, au départ, où on a navigué sur la mer. Donc là, dans ces cas-là, on faisait des quarts. Au départ, mes équipiers, du moins Eric un petit peu plus, mais Jimmy avait vraiment très peu d'expérience de voile. Donc moi, le jour où on naviguait non-stop, je dormais pas beaucoup, très peu. Et sinon, le reste du temps, on faisait des vraies nuits. C'est-à-dire qu'on s'arrêtait souvent... En fait, il y a le rythme normal, c'était le matin, on partait, du moins, se lever moi je me levais vers 7h, vers 8h, je préparais le petit déjeuner. Vers 9h moins le quart à peu près, on était parti jusqu'à 19h. Voilà, entre 19 et 20h, on poussait, on faisait avancer le bateau et on s'arrêtait à ce moment-là, on mangeait, on se couchait, on faisait vraiment des vraies nuits. Il y a un moment où on a dépassé, on n'a pas vraiment respecté ça, un petit peu avant d'arriver au Cap Columbia, donc l'endroit le plus nord de l'Expé, où on était un petit peu... on sentait l'hiver qui arrivait, donc on était un petit peu poussé à aller un peu plus fort, un peu plus loin. Un petit peu attiré de vouloir arriver rapidement à ce cap pour passer cette étape. Et on a poussé, on a fait des jours beaucoup plus grands. Souvent, on finissait à 23h, voire minuit. On ne dormait pas assez. Et en fait, au bout de quelques jours, on s'est rendu compte que on ne devenait pas efficace. On faisait plus d'heures, mais au final, on avançait moins dans la journée. Donc, il a fallu rectifier et redescendre à peu près pour un arrêt vers 19h. À part à ce moment-là où je me suis laissé aussi un peu entraîner par les discussions qu'on avait entre nous. Sinon, d'habitude, en fin de journée, moi j'étais plutôt à l'arrière du bateau à pousser et je regardais leur manière de se déplacer. Et en fonction, juste, à force de les connaître, juste la manière dont ils levaient les jambes, lever le pied pour faire le pas suivant, je savais qu'on pouvait continuer encore un petit peu plus, s'arrêter à 20h au lieu que ce soit à 19h, ou s'arrêter à 18h30 au lieu de s'arrêter à 19h. Voilà. Et voilà, par un moment où on a fait cette erreur de vouloir aller un peu plus loin et que ça n'a vraiment pas été gagnant. Merci beaucoup. Vous m'arrêtez si jamais il n'y a pas le temps. Pour rester sur le thème de la nuit, puis aussi des étoiles, je me demandais à quoi ça ressemblait les ciels étoilés en Arctique, et si c'était très nuageux, très bouché, ou si c'était aussi fantastique qu'on peut le fantasmer. Alors, à part les 10 derniers jours où on a eu un petit peu de nuit, mais avec pas beaucoup d'étoiles parce que c'était pas de la nuit noire, sinon il a fait jour tout le temps. Donc on a eu, là on pouvait voir sur certaines photos des aurores boréales. Ça, quand on est à partir du moins plus tard en saison, il y en a beaucoup et il y a des très très beaux ciels par moment. Mais là, à cette période-là, non, il fait jour tout le temps. C'est logique, merci. Et est-ce que vous vous sentiez en sécurité de nuit ou de jour quand vous étiez sur la banquise par rapport aux risques naturels ou peut-être plus autres animaux? Alors dans cette expédition, il n'y a pas eu de moment où on s'est pas senti, du moins moi en tout cas, où je me suis pas senti en sécurité. Eric, je crois que ça a été bien aussi. Jimmy, il y a eu un moment où il a eu un peu des
des peurs. Voilà. Il est plus jeune que nous et il a moins d'expérience de l'Arctique et voilà, ça a été plus compliqué pour lui. Mais contrairement à l'expédition précédente, on s'est fait vraiment très très peur avec Eric parce que la glace, on était au large et on a eu 2 grosses tempêtes où la glace s'est brisée vraiment tout autour du bateau. Une fois, on a réussi à quitter la glace, mais on a navigué toute la nuit dans du mauvais temps au large avec des grosses vagues, avec un bateau qui n'est pas fait pour ça. Et une autre tempête où là, toute la glace s'est brisée alors qu'on était très très loin du bord de la glace. Et toute la glace s'est brisée dans la nuit. Et nous, on était sur une plaque de 500 mètres en début de nuit et elle faisait 15 mètres en fin de nuit. Voilà. Et si elle continue à se briser, on se serait retrouvé entre les morceaux de glace et là, le bateau se fait briser. Donc en 2018, oui, on s'est fait vraiment peur. Là, non. C'était l'avantage en fait d'avoir la terre pas très loin. En cas de mauvais temps, ce qu'on a eu juste à la fin, de vrais mauvais temps, on a la possibilité d'aller à terre. Et puis voilà, même si on perd le bateau, on est aussi capable de faire 1500 km à pied sur la terre pour rejoindre un village ou pour rejoindre un endroit où on peut se faire récupérer plus facilement. Merci beaucoup. Vous avez parlé de vieilles glaces, je crois, et des plus vieilles glaces de l'Arctique. Et est-ce que vous avez une idée des dates en fait? J'entends pas très bien. Pardon. Vous entendez mieux? Oui, c'est mieux. Vous avez parlé de vieilles glaces, je crois. Oui. Vous avez une idée des datations? Pas vraiment. En fait, du moins, oui et non. En gros, les vieilles glaces dans cette zone de l'Arctique, qui est l'endroit où il y a les plus vieilles glaces, c'est pas très vieux, hein, c'est une dizaine d'années. Voilà. Et après, il y avait ces glaces-là, et il y a les glaces qui descendent des glaciers, qui se mélangent à la banquise. Alors celles-là, par contre, c'est des vieilles glaces vraiment très très vieilles. Je ne saurais pas donner de datation, mais je pense que c'est plutôt en milliers d'années, ou au minimum en centaines d'années, mais voilà, mais c'est vraiment de la très vieille glace. Merci beaucoup. Alors, du coup, on avait une question commune, c'était par rapport à la préparation de l'itinéraire. Donc, comment vous y preniez pour le définir, le choisir? Alors, l'idée, c'était de passer au nord de toutes les îles. Et les données sont assez compliquées à avoir, parce que l'été, déjà, tout ce qui est satellite, le seul truc qui fonctionne réellement bien, c'est les photos satellites, qui donnent les contours, on va dire, des glaces et qui donnent la proportion entre la glace et l'eau. Tous les systèmes de mesure d'épaisseur sont vraiment faux. On ne peut pas du tout faire confiance. Alors, les personnes qui travaillent là-dessus nous disent que c'est l'été où c'est faux, mais que l'hiver, ils sont justes. Mais il n'y a personne l'hiver pour vérifier. Donc, c'est un peu dur de savoir. Pour donner une idée, en 2018, cette année, on ne l'a pas fait parce que justement, il y avait trop de vieilles glaces et trop de glace chaotique, donc on n'a pas fait de mesure d'épaisseur de glace, parce que ce n'était pas intéressant, ça ne les intéressait pas. Mais en 2018, on l'a fait, et quand ils nous annonçaient des épaisseurs aux alentours de 1 mètre, 1 mètre 20, nous on était entre 40 et 60 cm, et quand ils nous annonçaient 1 mètre 50, ça pouvait monter jusqu'à 90 cm. Et ça, je ne parle pas sur une petite zone, mais sur des zones très très grandes, sur 3000 km. Donc, voilà. Et là où on avait des glaces de 40-60 cm en 2018, au même endroit, en 2011, on était à 2,50 mètres. Et en 2013, on était aux alentours de 2 mètres. Et on a eu une grande zone en 2013 où il y avait moins d'1 mètre, mais il y avait une grosse tempête pendant l'hiver, donc on avait mis ça sur le fait que c'était cette tempête qui avait tout cassé. Et finalement, on s'est rendu compte en 2018 que non, c'est juste le changement, c'est le changement climatique. Voilà. Et l'autre souci pour l'Arctique et l'autre gros changement que ça crée, ce changement de glace, c'est que ces glaces fines, c'est des glaces qui durent 1 an, 2 ans maximum parce qu'elles dérivent très vite et après elles redescendent trop dans le sud. Et c'est des glaces il y a très peu de poussière qui tombe dessus. Donc en tout cas pas assez de poussière pour que quand elles fondent, ça nourrisse des algues, des poissons, des planctons et tout ça dessous.
Et donc en 2018, aux endroits où les autres coups, à travers les plaques de glace, on voyait des poissons, on voyait des crevettes, on voyait pas mal de phoques sur la glace, on voyait des ours. En 2018, on n'a rien vu de tout ça. Sur tout le centre de l'océan Arctique, il n'y avait plus du tout de vie. Quand on a retrouvé les côtes, quand on a approché des côtes, la vie est revenue, mais au centre de l'océan Arctique, cette vie a disparu. En très très peu de temps, en fait. Merci beaucoup pour ce partage, ces constats, même s'ils sont assez inquiétants. Et du coup, j'ai une dernière question, après je rends le micro. C'était par rapport, je me demande si la dernière expédition que vous avez faite, elle vous avait apporté des éléments et des connaissances que vous allez pouvoir utiliser dans des autres expéditions en particulier. Oui, on apprend tous les jours, heureusement. Non, à chaque fois, en fait, en 2007, j'ai fait le passage du Nord-Ouest. Du moins avant, j'ai commencé à naviguer, j'avais 14 ans. J'ai fait ma première traversée atlantique en fait à 14 ans, à 15 ans à deuxième, et après ça s'est enchaîné. Donc, et depuis 2004, c'est en Arctique, où je passe pas mal de temps. Et à chaque expédition, on apprend sur soi, on apprend sur le matériel, on apprend sur la gestion d'équipe. Et petit à petit, on peut aller un petit peu plus loin, on peut pousser un peu plus et sans prendre de risques inutiles. Merci beaucoup et désolé pour le monopole. Quelqu'un d'autre a une question? Oui. Il ne faut pas oublier le repos. Quand les chiens tirent, on dort. Bonjour, félicitations tout d'abord de cette magnifique présentation. Vrai. Ça me fait beaucoup de plaisir. Ma question, c'est en vrai, c'est deux questions du point de vue plutôt technique et scientifique. Première, d'où vient cette motivation, c'est-à-dire pourquoi les pôles Nord? Deuxième question, c'est du point de vue de financement. Comment faire les planifications de financement? Je dis ça parce que, par exemple, moi, je rentre... J'entends pas très bien. On n'entend pas très bien. Je sais pas ah non, pourquoi. La première question, c'est par rapport à la motivation. Comment c'est la motivation pour faire une discussion? N'est pas mieux rester chez vous, un peu confortable chez vous, par exemple, ici, un coin un peu inhospite. Deuxième, c'est du point de vue du financement, des planifications de financement. Pourquoi je dis ça? Je viens de retourner, ça fait 1 semaine que je viens de retourner d'Antarctique. Et je ne sais pas répondre à la première question pour motivation. Pourquoi j'étais là et pourquoi je restais là un mois et peu. Mais pour les planifications, il faut que je demande des financements à des institutions de financement. Donc, dans ce cas, j'ai été financé par NASA pour aller en Antarctique pour faire ces recherches là-bas. Pourquoi aller au pôle Nord? Pourquoi aller? Je pense que ceux qui y sont déjà allés, ils le savent. C'est tellement magnifique. C'est une question plutôt personnelle même. Ouais, moi, en fait, je crois que je suis devenu vraiment amoureux depuis la première fois où je suis allé en Arctique. J'en rêvais tout le temps, depuis que je suis tout petit, je rêvais d'aller en Arctique. J'adore la mer, j'adore la montagne, et là, les deux sont réunis ensemble et de manière vraiment grandiose. C'est tellement magnifique que tous les côtés qu'on pourrait dire peut-être durs et extrêmes, en fait, passent en secondaire. Tous les jours, on se dit, on a des moments où on se dit, waouh, c'est dur quand même, qu'est-ce que je fais là? Mais la plupart du temps, juste après, on a la réponse. On a juste une belle vue, un animal qui passe, une belle glisse avec le bateau, et on a la réponse de pourquoi on est là. C'est pour la beauté de l'endroit. Voilà, ça c'est sans aucun doute. Après, moi, il y a le côté technique aussi, qui est le défi technique. J'aime bien concevoir, j'aime bien construire les bateaux avec lesquels je pars, et d'arriver à construire et trouver un moyen de pouvoir aller dans ces endroits-là. Parce que cette expédition qu'on a faite cette année, comment on pourrait la faire autrement? Il n'y a pas vraiment de réponse. C'est-à-dire qu'il y a, si c'était
En ski, avec une poulka, un traîneau derrière, déjà 3 mois, ça commence à être vraiment limite pour arriver à tirer le traîneau au début. Mais ça encore, on pourrait y arriver. Le problème, c'est qu'il y a de l'eau et qu'avec un traîneau, quand il y a régulièrement de l'eau, on ne peut pas traverser. Donc on se dit, ben, c'est pas grave, on prend un traîneau ou quelque chose qui flotte, style un kayak, mais ça porte encore un petit peu moins de volume. C'est encore moins de volume, donc c'est encore plus dur de passer dans les zones d'eau et dans les autres zones. Donc ce système, que ce soit kayak ou traîneau poulka, ça ne fonctionne pas dans cet endroit-là. Avec des chiens de traîneau, il y a le problème de l'eau, mais on pourrait le faire un peu plus en hiver. Mais des chiens, ça peut tracter entre 1 mois et 45 jours de nourriture, mais pas plus. Donc si l'expédition fait plus que 45 jours, soit on a des ravitaillements, soit en chasse, mais la chasse, on ne peut pas non plus y compter à 100% dessus. Donc avec des chiens de traîneau, ça serait compliqué, en tout cas sur une année. Ce qui pourrait se faire, c'est faire une partie, s'arrêter, faire un camp de chasse, et voilà, ou sinon des ravitaillements avec avion, hélicoptère, mais c'est carrément une autre histoire. Et ça, je veux pas faire d'expédition comme ça. Un voilier classique, c'est pas possible, parce que sans monter sur la glace, c'est pas possible. Et les brise-glaces ne vont même pas dans cette zone-là, parce que la glace est trop compliquée dans cette zone. Ils vont plus vers le pôle, où il n'y a pas cette compression de glace. Donc c'est un petit peu le seul bateau capable, un engin capable de faire l'expédition qu'on a fait cette année. En tout cas pour l'instant, avec la fonte, il y a des chances que d'ici une vingtaine d'années, ça soit plus facile pour d'autres. Et après, il y avait une question sur le financement. Ouais. Le financement, je ne suis pas très bon là-dessus. Par contre, techniquement, je pense que je ne suis pas trop mauvais et ça fait que j'ai pas mal de partenaires techniques qui me suivent assez facilement. Que ce soit pour construire le bateau, le carbone, les résines, les voiles, l'accastillage et tout ça, c'est des partenaires techniques qui me suivent parce que eux, ça leur plaît de pouvoir communiquer sur le fait que leurs matériaux vont là-haut. Partenaires financiers, j'ai beaucoup plus de mal. Cette année, j'ai eu la chance de tomber sur un mécène qui m'a appelé un jour, qui m'a dit, on s'est croisé à un festival, mais on n'a pas eu le temps de parler. De combien tu as besoin pour ta prochaine expédition? J'aimerais bien te financer. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et voilà, c'est ce qu'il m'a dit au début au téléphone et il a tenu parole. Et il m'a permis de faire cette expédition. En échange, il est venu pendant 10 jours au début. Pour nous, ça a été un peu un entraînement, un partage aussi avec lui, c'était assez intéressant. Et voilà, ça m'a permis de partir. J'ai eu avant, sur certaines photos, on voit Esprit. Esprit, ce n'est pas les vêtements, c'est des logiciels de pilotage de machines-outils. Et ça a été un peu un coup de cœur du directeur de Esprit Europe, qui un jour... je le connaissais, on s'était croisés sur une soirée avec des amis et j'étais à côté de chez lui pour faire des tests et je l'ai appelé et il vient voir et il me fait, on commence à discuter, il me dit ça va financièrement? Je lui dis ben là je sais pas, j'étais à 1 mois du départ, il me manquait 40 000 €. Je lui dis ça, il me dit écoute je vais voir ce que je peux faire. Et une semaine après, j'avais l'argent sur le compte. On n'a rien signé, rien. Tout s'est fait comme ça. Voilà. Mais c'est assez exceptionnel que ça se passe comme ça. D'habitude, c'est plutôt très compliqué. Après, là, j'ai fait beaucoup de voyages au Groenland où j'amenais des touristes en même temps et ça me permettait, quand j'ai habité en famille au Groenland pendant 1 an et demi, pendant l'été, on faisait du charter, on amenait des clients se promener et le reste de l'année, on a profité du Groenland et de notre vie là-bas, tranquille. Ouais, une question là-bas, je fais le temps. Du coup, déjà, félicitations et merci de partager ça avec nous. J'avais juste une question qui m'intriguait un peu. Les températures les plus froides que vous ayez pu connaître, du coup, ça avoisine les combien? Pendant cette expédition? Oui, et est-ce que ça a changé par rapport à vos expéditions précédentes et c'est des températures du coup moins extrêmes que vous avez vécues pendant celle-là?
Alors, par rapport aux expéditions précédentes, j'étais pas au même endroit, donc on ne peut pas comparer. Là, on a eu tout le début de l'expédition, c'était entre 0 et 10 degrés, donc plutôt chaud. Et la fin de l'expédition, c'était entre moins 10 et moins 15 degrés. Donc un peu moins chaud. Et en fait, le plus dur, c'est pas moins 10, moins 15 degrés. Le plus dur, c'est quand c'est, je dirais, entre 2 degrés et moins 5. Et parce que nos vêtements, tout ça, c'est tellement gorgé d'humidité qu'on a vraiment froid. Tandis que quand on passe en dessous des moins 5, autour de moins 5, l'humidité gèle. Et donc elle s'échappe des vêtements en gelant. Et les vêtements redeviennent vraiment efficaces en thermique. Et on a nettement plus chaud quand il fait moins 15 que quand il fait moins 5. Merci beaucoup. Après, cette année, par rapport au froid, on a quand même eu des soucis. Il y a Eric et Jimmy qui ont eu des gelures sur la joue et sur les oreilles. Et moi, j'ai eu en fait, j'avais pris des bottes, les mêmes bottes que je prends à chaque fois sur mes expés. Mais j'ai pas pu, jusque-là ça avait été un partenaire technique, là ça n'a pas pu le faire parce qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord avant le départ, donc je les ai achetés sur internet et c'était des contrefaçons. Et moi je me suis retrouvé avec les pieds bien gelés quand même. Voilà, heureusement vers la fin de l'expé, Eric a pris ses vieilles bottes de contrefaçon qu'il n'avait pas utilisées parce qu'il avait utilisé les bottes de l'expédition précédente. Donc on a échangé les bottes, moi j'ai récupéré ses vieilles bottes, lui il a pris les contrefaçons qui n'étaient pas encore trop abîmées parce qu'ils n'avaient pas trop utilisé, ça a permis de sauver mes pieds, mais je commençais à avoir vraiment des grosses taches noires sur les pieds. Donc ça devenait un petit peu limite. Ouais. Du coup, j'ai plusieurs questions qui englobent un même thème. Je me dis que c'est peut-être des questions bêtes, mais ça vaut le coup d'être posé. Niveau communication, est-ce que vous avez possibilité, vous parliez par exemple de la famille, est-ce que vous êtes en lien avec quelqu'un quand vous êtes en expédition pour par exemple des cas graves ou des urgences pour être au courant? Et sur le même thème, sur le cas de la santé ou s'il y a un problème avec le bateau, est-ce que vous avez quand même un plan de secours, quelqu'un qui peut intervenir rapidement, une équipe médicale, un hélicoptère voilà, sur le plan de la communication, comment ça se passe quand vous êtes en expédition? Alors, la communication, on peut communiquer avec la Terre assez facilement grâce à un téléphone Iridium. Que ça soit texto ou mail, c'est illimité quasiment. Par contre, pour envoyer une photo, une toute petite photo qu'on arrive juste à lire correctement sur un téléphone, mais sur l'ordi, c'est pas beau, on met 20 minutes. Voilà, donc on est un peu limité de ce côté-là, mais par exemple pour parler avec un médecin, c'est possible. On connaît des médecins qu'on peut appeler si jamais on avait un souci. On n'a pas eu besoin d'ailleurs. Voilà, et après si jamais on a quelque chose de grave qui nous arrive, eh ben, on n'est pas bien. Parce que d'organiser des sauvetages dans cette région, du moins en tout cas dans les 6 îles du milieu, ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire ça peut être au moins une semaine. Voilà, il faut compter une semaine, 15 jours avant qu'il y ait quelque chose qui fonctionne réellement. On est hors d'atteinte des hélicoptères et les avions, il y a beaucoup d'endroits où ils ne peuvent pas se poser. Et en plus de ça, l'été, il y a énormément de brouillard, donc ça complique encore les choses. On va peut-être passer à la présentation suivante. Merci Sébastien. Peut-être le temps que Madame Le Vigourou, ça s'équipe. Peut-être une dernière question qui fait la transition. Est-ce que tu as des projets pour la suite, une autre expédition, d'autres choses ou... Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur le futur maintenant? Pour la suite, en fait, il n'y a pas de grande expédition prévue. Cet été, je vais passer l'été au Groenland parce que j'achète, il y a un bateau jaune avec 2 mâts qu'on voit sur les photos et que je rachète cette année. Je vais faire du charter, travailler avec le bateau au Groenland pendant l'été. Je comptais aller récupérer mon bateau parce qu'on ne l'a pas ramené jusqu'au village. On est à 300 km au nord du village. Je comptais y aller cette année, mais
Mais voilà, les sponsors, ça vient pas facilement et ça revient cher d'aller au Groenland, donc j'ai pas pu y aller. J'y retourne l'année prochaine pour continuer le voyage avec ce bateau. Et pour l'instant, du moins pour les années à venir, il n'y a pas de très grandes expéditions de prévues. Merci. Bonsoir à tous. Alors moi je suis côté un peu recherche avec plusieurs collègues alors, qui ne sont pas forcément là, mais il y a du coup il y a un moment maintenant, il y a très longtemps, bien avant le début de l'expédition, Anthony nous a dit oui, je connais quelqu'un qui va faire une expédition, ça pourrait être intéressant de suivre un petit peu ce qu'ils vont faire. Et du coup on a été plusieurs à se dire mais carrément, mais on veut participer à ce projet de recherche. Alors, du coup, il y a Karine Weiss, Louise Bossard et Elodie Charbonnier qui sont enseignants-chercheurs ici en psychologie. Il y a François Boébion et Julien Labarrère, j'ai bien prononcé, super, qui sont des étudiants qui sont juste là, qui participent également au projet, et bien sûr Anthony. Donc nous, on était sur l'aspect plutôt psycho, émotion et fatigue. C'est sur ces aspects-là, en tout cas, que je vais vous faire la présentation de ce soir. Alors, il y a un peu de littérature scientifique sur ce domaine-là, mais c'est très très rare. Et quand on est vraiment dans le contexte de l'expédition qui a été réalisée ici, c'est encore plus rare. Alors du coup, on est resté un peu large avec cette idée de voir comment est le vécu émotionnel des personnes qui vont aller dans un environnement extrême. Alors un environnement extrême, c'est quoi ? Ça se définit par 3 caractéristiques. La première, c'est une restriction des stimulations sociales, auditives, information. C'est très réduit par rapport au contexte. Le danger, on a parlé du danger, du risque que le bateau casse, qu'il se retrouve coincé, de soi-même être blessé. Et enfin, l'isolement et le confinement. Alors, nous, dans l'expédition qu'ils ont réalisée, il y a l'aspect isolement, parce que du coup, effectivement, ils se sont retrouvés plus que tous les 3. Il n'y avait pas l'aspect confinement, dans le sens où ils n'étaient pas obligés de rester tout le temps dans le bateau. Alors, je suis d'accord que moi aussi, au début, quand j'ai lu, je me suis dit, si, ils étaient confinés. Mais en fait, tel que c'est compris, l'aspect confinement, c'est vraiment une expédition, par exemple, polaire, où des personnes vont rester dans la station, enfermées, sans pouvoir sortir. Là, le fait de pouvoir sortir, de tirer le bateau, d'aller à l'extérieur, ça fait qu'on ne considère pas cet aspect confinement-là. Mais même si on ne considère pas tout le reste, c'est quand même assez important, et donc ça peut quand même générer pas mal d'émotions, et notamment des émotions comme du stress associé à l'anxiété liée au danger, ou encore de la lassitude, de l'ennui associé au manque de stimulation. Alors, il y a différentes expéditions dans des environnements extrêmes qui peuvent être réalisées. Il y a 4 catégories. Celle qu'ont réalisé nos expéditeurs ici s'inscrit dans une expédition dans un environnement récréatif parce qu'ils l'ont choisi, que c'était pour faire quelque chose d'ensemble, quelque chose d'un petit peu remarquable et gratifiant. Alors pas forcément financièrement, mais gratifiant. On a parlé de développement personnel, qu'on apprenait plus à chaque fois sur soi-même. Donc là-dessus, il y avait ça. Et donc, Sébastien a parlé de tout l'aspect relevé d'ADN, environnementaux, comptage de la faune, archivage par photos et vidéos des dernières classes pluriannuelles. Je n'ai fait que copier-coller le site internet. Alors, nous, on voulait voir comment ça évolue au cours, les émotions et la fatigue évoluent au cours du temps. Alors, on a essayé de voir un petit peu qu'est-ce qui avait déjà été montré dans la littérature. Et là, c'est pas clair du tout. On obtient tout et son contraire. Alors, il y a des études, principalement menées d'ailleurs par la même équipe de recherche, qui ont mis en évidence que c'est associé à plutôt des émotions positives, qu'il y a plus d'émotions positives que négatives, que le fait de l'exploit physique, la contemplation dans ces événements, c'est plutôt waouh, super, émerveillant, quoi, un petit peu incroyable.
Et puis, bah, pourtant, il y a quand même, et notamment là sur les environnements isolés et confinés, d'autres travaux qui sont assez importants, hein, assez fréquents, qui mettent en évidence plutôt des émotions négatives au cours de la période, avec soit deux effets différents qui peuvent être identifiés, soit le syndrome d'hivernage ou le midwinter, qui est que, quelle que soit la durée de la période de l'expédition, bah, à la moitié, il y a un peu cette augmentation des émotions négatives. On a fait que la moitié, il reste encore un moment, on n'a pas encore tout à fait dire qu'on a fait le plus dur, quoi. Ça va aller plus gras, encore continuer. Et voir un deuxième effet qui est le phénomène des trois quarts. Donc là aussi, quelle que soit la durée de la période de l'expédition, aux trois quarts de l'expédition, il y a une augmentation du stress. Un petit peu, là, ça y est, on a trop emmagasiné, ça devient trop fort, on n'arrive plus à faire face. Et alors, du coup, il y a l'idée de comment expliquer ces émotions très différentes. Alors, il y a plusieurs explications qui ont été proposées sur certaines des expéditions, parce qu'évidemment, toutes les expéditions n'incluent pas ces mesures psychologiques. Mais il y a notamment l'idée que des blessures ou des accidents, de la casse de matériel, ça explique ces affects négatifs, et qu'effectivement, plus on avance dans l'expédition, plus le matériel est mis à rude épreuve. On a dit le bateau il a souffert un peu, donc plus il y a un risque de casse, peut-être que ça peut expliquer un petit peu certaines de ces émotions négatives. Et il y a une étude qu'on a trouvée qui s'est intéressée à la régulation émotionnelle associée à ces émotions-là. Et donc là, c'était une étude qui avait été réalisée en 2004, où en fait, alors ça rien du tout, pas du tout un bateau. Là, c'est deux femmes qui ont fait une expédition en chien de traîneau, donc sur une durée beaucoup plus courte aussi, pas du tout les mêmes conditions, mais c'est la seule qu'on a trouvée qui incluait la régulation émotionnelle, alors, avec ce qu'on a. Mais qui avait mis en évidence que en fait, les stratégies de régulation qui étaient utilisées par ces deux femmes sont des stratégies de régulation qui sont plutôt identifiées comme efficaces pour ressentir des émotions positives, donc comme la résolution de problèmes ou la réinterprétation positive. La réinterprétation positive, c'est le fait de la situation que je vis, je vais la penser de manière positive. Donc, je suis tombée à l'eau, il fallait bien que ça m'arrive quand même une fois dans le parcours. Sinon, c'est pas bien. Donc voilà. Après de la relaxation, de la méditation. Et une autre caractéristique qu'ils ont trouvée, c'était le fait de pouvoir utiliser toutes ces stratégies un petit peu en fonction des moments et de quand c'était pertinent, qui était intéressant. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a trouvé un petit peu sur la littérature. Et à partir de là, on a essayé de construire un petit peu notre recherche pour suivre du coup nos trois explorateurs sur cet archipel. Alors, du coup, c'était marqué 2500 km, peut-être plus, du coup, parcourus, parce qu'avec le décalage, il y a eu du décalage, non? Ah oui, c'est ça. Donc, beaucoup plus. Donc nous, ce qu'on voulait expliquer, c'est notamment la fatigue. Alors la fatigue physiologique et la fatigue psychologique, parce que c'est pas la même chose. Et puis les émotions, les émotions positives et les émotions négatives, et en se disant que possiblement la fatigue psychologique, des fois quand on se dit oh là j'ai donné, les émotions, c'est pas les mêmes non plus que ah ça y est, c'est bien, je suis en forme. Donc pour expliquer ça, on s'est dit comment ils vont faire face à la difficulté, à l'émerveillement, à tout ce contexte-là, en utilisant quelle stratégie de régulation émotionnelle, et en lien avec les conditions physiques. Parce qu'on a vu, franchement, moi j'avais pas vu toutes ces photos, toutes ces vidéos avant la conférence d'aujourd'hui. J'avais en tête que c'était difficile. Je me suis dit, oh non, c'était beaucoup plus difficile. Moi, je ferais jamais ça. Donc conditions physiques, l'effort, la durée de devoir traîner le bateau, voilà, ça c'est quand même des choses importantes. Et puis les conditions météorologiques aussi, parce que du coup il y a le vent, il y avait la température, le froid réel, le froid ressenti aussi, parce que du coup on a vu que finalement le froid ressenti il est plus fort à -5 que le froid réel. Donc ces aspects-là. Et puis on a vu quand même pas mal d'animaux
sur les photos. Donc aussi certains événements. Alors notamment, est-ce qu'il y a eu des animaux qui ont été vus? Est-ce qu'il y a eu de la casse de matériel? Est-ce qu'il y a eu des chutes à l'eau? Donc on s'était dit, on va ajouter ça. Bon, alors heureusement, pour eux, il y a eu très peu de casse. Et il y a, en tout cas de ce qui a été rapporté, il y a eu très peu de casse et très peu de chutes à l'eau. Tant mieux pour eux. Mince pour moi, j'ai pas pu les inclure dans les analyses du coup. Alors pour ça, du coup, on avait nos 3 expéditeurs de 31 et 48 ans. J'ai pas fait de bêtises. Super. Donc avant qu'ils partent, on leur a fait passer un questionnaire. Donc ils ont répondu un peu d'abord à un questionnaire de personnalité. On s'est un peu posé la question de qui sont ces gens qui vont partir en expédition. Je ne peux pas vous répondre à cette question. Je n'ai pas encore fait les analyses statistiques à ce sujet. Mais on espère pouvoir avoir la réponse bientôt. On leur a fait passer un questionnaire qui s'appelle le Quiet Ego. Et du coup, je vais demander à François, c'est quoi, ça mesure quoi déjà? Vous avez compris? Comment on se conçoit soi par rapport au monde. C'est ça? Et la fatigue. Parce que du coup, ça faisait un petit peu moment. Après, du coup, pendant toute la durée de l'expédition, on a fait un sondage quotidien. On leur a demandé de répondre tous les jours, tous les soirs, à un questionnaire. Alors du coup, on leur avait fourni une tablette parce que vous avez compris du coup que le poids à traîner, c'était assez important. Donc moi, j'ai l'habitude, par exemple, de faire des journaux de bord en papier. J'ai eu la réponse, j'ai dit, ça va pas, on va pas faire ça, beaucoup trop lourd, on va pas trimballer des tonnes de papier. Non, non, non. Voilà, je sais pas quoi en faire. Donc, du coup, on a fourni une tablette. Et sur la tablette, on s'est dit, on va faire un fichier qu'on va multiplier. Et du coup, tous les jours, s'ils sont gentils, ils vont répondre à nos questions. Alors, et il faut être gentil. Alors, je n'ai pas dit que c'était facile. Alors, on avait une première partie avec vraiment les événements, donc tout ce qui était température, distance parcourue, réel et pas... Nous, on avait les relevés GPS pour savoir aussi le décalage, des aspects liés à la douleur, des aspects météorologiques, enfin, voilà, différents aspects sur les conditions environnementales et les conditions météorologiques. Après, on passe aux aspects un peu plus psycho. Donc, on avait sur l'activité physique, l'intensité de l'effort à traîner le bateau, à aller déplacer la glace pour lui permettre de manœuvrer. Voilà, un petit peu ces aspects-là. La fatigue, donc là on avait 2 questions où il fallait répondre sur une échelle du coup de 1 à 10, 0 à 10, pardon, sur je manque d'énergie, donc c'est la fatigue physiologique, et je ressens de la lassitude, donc la fatigue psychologique. Ensuite, on avait des émotions, différentes émotions, et là, du coup, ils devaient répondre de 1 à 5 s'ils ne ressentaient pas du tout ou beaucoup. Ensuite, on avait différentes stratégies de régulation émotionnelle, et enfin, du coup, le sentiment général sur la journée. Et ils ont été très gentils, parce qu'ils ont répondu à plus de 80% de l'expédition. C'est quand même très gentil. Donc voilà, on avait ces différentes mesures qui étaient réalisées. Alors moi, je vous précise juste là, ici, parce que pour les émotions, à chaque fois, je ne vais pas vous faire toutes les émotions les unes après les autres. C'est un petit peu compliqué quand même, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc j'ai résumé. Donc les émotions positives, c'est surexcité, dynamique, enthousiaste, heureux, serein, détendu. Voilà, c'est un ensemble, c'est un package d'émotions positives. Et puis quand ils sont revenus, on leur a refait passer un questionnaire. Donc cette fois-ci, on a remesuré du coup la conception de soi par rapport au monde et la fatigue. Alors, d'abord, on a fait on a regardé les différences pour ces aspects de fatigue. Est-ce qu'ils étaient plus fatigués à l'arrivée qu'avant? Non, pas du tout. Pas plus fatigués. Est-ce que ça avait modifié leur conception par rapport d'eux-mêmes par rapport au monde? Non, ça n'avait pas changé. Du coup, on s'est dit, c'est pas grave, on va aller regarder sur le suivi au cours de l'expédition, comment ça s'est... Il doit bien s'être passé quelque chose quand même. Donc là, on commence avec la fatigue physique. La fatigue physique, donc c'est vraiment ce manque d'énergie. Donc vous avez ici les jours numérotés 1 à plus de 80, donc jusqu'au dernier jour.
Et donc cette magnifique fluctuation de la fatigue, alors je m'interroge, première question, on voit que la fatigue monte assez fort sur du coup la 2, 3, 4e semaine. Est-ce que ça équivaut à la période où il a fallu tirer davantage le bateau? Je sais pas. J'essaie de comprendre pourquoi cette redescente là. Oui, ça redescend. Ouais, et en fait, il faudrait que je. Là, comme ça, à mi-parcours. Parce que moi, j'ai compris pourquoi c'est redescendu à la fin. Vous avez été bloqué. Donc, vous avez pu avancer. Donc, le manque d'énergie se comprend assez bien qu'il descende à la fin. Ouais. Par contre, je m'interroge sur ce petit U, là, en plein milieu. Alors, je pense qu'effectivement, le premier pic de fatigue, il correspond pas mal à un moment où Jimmy et Eric ont commencé à avoir vraiment une sale gueule avec leurs gelures. Non, mais c'est ça. Et je pense que s'ils ont eu des gelures, c'est parce qu'ils commençaient à fatiguer. Et après, ils allaient mieux. Le deuxième pic de fatigue correspond clairement à Nord-et-Lesmer, où vraiment ça a été très très dur. Et entre les deux, on a eu un moment où on avait un bon rythme, très régulier. Et on avait aussi l'arrivée sur Axel et Ellesmer qui nous motivaient tellement que je pense que la fatigue disparaissait par cette motivation d'avancer. Ok. Alors c'est vrai qu'on n'a pas mesuré la motivation à avancer. Moi j'ai essayé d'expliquer ça. J'ai trouvé un lien avec l'effort fourni. La perception de cet effort fourni. Plus vous aviez l'impression de faire de l'effort, plus il y avait de la fatigue physique. Donc c'est assez logique. Hein, et mais je pense que vraiment la baisse, le moment où ça va mieux au milieu, c'est l'arrivée. Il faudrait regarder sur la carte. Faudrait regarder, mais ça, à mon avis, ça arrive au niveau des grandes îles. Donc Axel et Ellesmer, qui nous a fait, pour le moral, c'était vraiment un gros plus. Qui apparaît peut-être pas à 100% parce qu'il y a eu d'autres histoires à ce moment-là, mais on verra plus tard. Ok. Alors du coup, je me suis dit, est-ce que la fatigue psychologique, elle a fluctué au cours du temps? Pas du tout. Pas du tout fluctué au cours du temps. Il y a eu de la fatigue psychologique, mais elle ne s'est pas du tout variée au cours du temps là-dessus. Donc je dis, c'est pas grave, maintenant je vais m'intéresser aux émotions. Puis alors là, je vois que sur mes émotions positives, j'ai un peu l'inverse de ma fatigue physique. Avec, du coup, ça diminue d'abord. Hein. Alors là, du coup, nous, on était un petit peu étonnés, parce que on avait vu que normalement, c'était plus haut les émotions positives. Et là, on a vu que non. Sur la première partie, ça chute. C'est même pas ça baisse, ça chute. Après, c'est revenu. On est remonté à peu près bien. Et puis, on a la chute sur la fin de l'expédition. Et alors, du coup, ça, c'est les affects positifs, les émotions positives. J'ai regardé aussi pour les émotions négatives. Et les émotions négatives, elles n'ont pas varié dans le temps, sauf pour une, qui est la contrariété, que si vous regardez, elle est relativement stable tout au long de l'expédition, et à la fin, elle explose. Je sens que le vécu de l'expédition n'a pas été très... La fin, l'arrêt un peu prématuré, ça n'a pas été très bien vécu. Moi, il y avait... ça monte vraiment vers les 75, c'est normal. C'est normal. Il y avait le temps bloqué qu'on a passé déjà dans le bateau, qui a été très dur. Derrière, on est reparti. Ça a été dans mes jours les plus durs de mer, quand même. Voilà. Et puis décider de... Voilà, on sentait qu'on allait être obligé de ne pas aller jusqu'au village, mais de s'arrêter un peu avant. Et voilà, c'est pas très... C'était contrariant. C'était très contrariant, voilà. Et alors nous, du coup, déjà sur ces premiers résultats, là où on est content, c'est que ça va pas du tout dans le sens auquel on s'attendait. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc on a essayé d'aller un petit peu plus loin et de comprendre qu'est-ce qui a pu faire ça. Alors dans le gros schéma que je vous ai montré tout à l'heure, il y avait l'idée des événements et donc notamment des animaux. Est-ce que du coup, voir des animaux, ça faisait quelque chose? Et effectivement, du coup, alors au niveau du moyen des 3 expéditeurs,
plus les jours où il voyait des animaux, il ressentait plus d'émotions positives que les jours où il ne voyait pas d'animaux. Je me suis dit, ok, ça c'est au niveau du groupe, on va voir si c'est vrai pour chacun des 3. Alors, du coup, je ne sais pas qui est qui, mais pour celui dans mon fichier qui était rentré en 1, pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Voir des animaux, ça ne fait rien, mais rien. Pour le deuxième, ça marche très bien. Le deuxième, il ressentait beaucoup plus d'émotions positives les jours où il avait vu des animaux. Et le troisième, ça ne changeait rien sur ses émotions positives. Par contre, il était moins insatisfait. Les jours où il avait vu un animal ou des animaux. Ok, donc là du coup moi je me suis dit ok c'est super, toutes les analyses que tu as fait jusqu'à présent je les fais au niveau du groupe, des 3 personnes, ça veut dire qu'en fait ils ne fonctionnent pas du tout de la même façon, aucun des 3, il va falloir que je refasse tout individuel. Je n'ai pas encore fait. Et donc du coup je voudrais vous montrer, parce que c'est vraiment les résultats préliminaires que je vous montre ce soir, je n'ai pas eu le temps vraiment de tout faire, mais du coup je voudrais vous montrer 2 derniers résultats. C'est joli, hein? Alors, du coup, là, on retrouve plusieurs des variables qui... alors, je vais prendre... non, bon, c'est pas grave, je vais faire comme ça. On retrouve plusieurs des variables dont on a parlé précédemment. Alors, en haut, vous avez des conditions, du coup, météorologiques avec le froid réel, le froid ressenti, la vitesse du vent. Vous avez après des variables associées, du coup, plutôt à l'aspect conditions physiques, avec la distance parcourue, l'effort fourni ou encore la durée, le nombre d'heures dormies par jour. Et enfin, on arrive aux émotions, alors aux aspects psychologiques, pardon, avec la fatigue physique, la fatigue psychologique, les émotions désactivées, donc la lassitude, l'inactivation, les émotions positives et les émotions négatives. Et enfin, 3 dernières stratégies. Parmi toutes celles qu'on a mesurées, je vous présente que celles-là parce que c'est celles qui ressortent, les autres pas trop. Mais on trouve la distraction, donc essayer d'éviter un petit peu de ne pas trop penser aux problèmes. Le soutien émotionnel, donc le fait de partager ses émotions, demander conseil, ce genre de choses. Et l'humour. Et alors là où c'est assez intéressant, c'est qu'on voit que les conditions météorologiques ont du coup des impacts sur le vécu émotionnel de nos expéditeurs et aussi du coup sur la durée de sommeil. Donc là par exemple le lien il est rouge, ça veut dire que plus il fait froid, moins ils ont dormi. C'est vrai? Je sais pas. Plus l'effort fourni était important, plus la fatigue physique était importante. Plus la vitesse du vent était importante, moins la fatigue psychologique était importante. Qu'est-ce on retrouve d'autre également? Plus il fait froid, moins on ressent d'affects négatifs, d'émotions négatives. Par contre, ce n'est pas pour autant qu'on ressent plus d'émotions positives. Ce n'est pas le cas non plus. Donc voilà, ça c'était un petit peu sur les relations un petit peu communes. Mais là où je suis allée un peu plus loin, c'est comme on leur a fait tous les jours. On peut voir vraiment qu'est-ce qui cause quoi. Donc là, c'est sur des relations temporelles. Donc plus ils ont ressenti des émotions positives un jour, plus le jour suivant, ils en ont ressenti également. De même, plus l'effort fourni un jour est important, plus le lendemain il l'est également. Plus ils ont utilisé du soutien social, du soutien émotionnel avec les autres expéditeurs, moins ils ressentent de fatigue psychologique. Donc ça, c'est tout à fait fonctionnel, on voit que ça marche bien. Et effectivement, dans la littérature, on a pu voir que le fait de pouvoir compter sur l'autre, c'était un élément super protecteur, d'avoir vraiment confiance dans ses partenaires. Et du coup, tu as dit qu'il y en avait un des partenaires à qui tu avais déjà parti, tu étais déjà parti en expédition. Du coup, je pense que cette confiance, elle est importante en fait, et aussi par rapport à cette question de la fatigue. Oui, du moins. Et ça soulage aussi de pouvoir quelque part se reposer sur quelqu'un d'autre, de savoir où sont ses points forts, où sont ses points faibles
vraiment à fond. Donc effectivement, ça aide beaucoup. Là où c'est un peu plus intéressant, et alors je n'ai pas encore tout à fait bien expliqué, c'est que plus ils ont ressenti des émotions négatives un jour, plus la distance parcourue le lendemain est moins importante. Oui, en fait, là, je pense que c'est plutôt parce qu'il y a eu une longue période en fait où on n'avançait plus. Et effectivement, quand on n'avance plus, c'est plutôt négatif. Et que le dernier jour, on a recommencé à avancer, on ne l'a pas vraiment senti proportionnellement. Mais je pense que c'est plus ça. En fait, les moments où on a bien avancé se sont enchaînés et les moments où on a moins avancé sont regroupés aussi au même endroit. Donc, je pense que c'est juste ça. Alors, je pense qu'il y a de ça, mais moi, je m'attendais à ce que moins il y ait de distance, plus ça génère des émotions négatives. Ce soit le peu de distance qui entraîne les émotions négatives. Là, statistiquement, ça nous montre l'inverse. Après, c'est sûr que si on n'a pas le moral, on n'est pas aussi efficace. Hein. Voilà, du coup, je pense que ça joue sur l'aspect motivation. Voilà. Alors voilà, c'était quelques résultats que je voulais vous présenter. J'espère que ça vous a intéressé. En termes de conclusion, du coup, nous, ce qui nous a intéressé, c'est de montrer que finalement, il n'y avait pas de fluctuation des émotions négatives, contrairement à ce que ça a pu être montré dans la littérature, en dehors de la contrariété que je pense on peut expliquer liée à l'arrêt, au manque de distance parcourue et à l'arrêt prématuré de l'expédition. Que finalement, par rapport à toutes ces relations qu'on a voulu tester, on peut voir que les conditions physiques expliquent la fatigue physiologique, de même que les émotions négatives, le fait de se sentir anxieux, agacé, c'est ça qui explique aussi de la fatigue. Que les conditions météorologiques ont joué sur une stratégie, alors qui normalement dans la littérature est identifiée comme étant quelque chose de pas très efficace pour essayer de bien vivre nos émotions, qui est la distraction. Mais pour le coup, je pense que la distraction, dans cette condition-là, n'est pas si inadaptée que ça, parce qu'on ne peut pas vraiment partir du problème, il faut y aller, et des fois, face au manque de distance, faut penser à autre chose, je pense, je sais pas. En fait, ce qu'il y a, c'est que les fois où on a fait le moins de distance, c'est que c'était le plus dur. Ouais. C'est pas parce qu'on a fait beaucoup de distance que la journée était dure. Au contraire, les jours où on a fait les plus grandes distances, c'était des journées faciles. Des journées où ça glissait tout seul, le vent nous aidait, ça. Tandis que les journées où on a fait peu de distance, c'est qu'on en avait vraiment bavé physiquement pendant toute la journée. Et en plus, moralement, des fois, c'est plus dur quand on ne sait même pas à 100 mètres comment on va continuer à passer. On ne sait pas à 5 mètres, mais on ne sait pas non plus à 100 mètres. On voit rien, on voit aucun débouché. Et la fin de Nord-Esmer, ça a été ça pendant assez longtemps. D'où le creux. Voilà. Et que du coup, ce sont ces stratégies qui expliquent notamment les émotions positives qui ont pu fluctuer du coup au cours de l'expédition. Voilà ce que ça donne du coup pour le moment, mais avec l'idée que finalement, ils n'ont sûrement pas fonctionné tous les trois de la même façon. Donc il va falloir qu'on recommence ça, mais pour chacun d'entre eux, indépendamment les uns des autres, en incluant la personnalité. Donc voilà, ce que j'espère pouvoir présenter d'ici quelques mois. Et dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention et un grand merci à Sébastien d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Deux questions. Avant le départ, vous avez fait 3 tests. À l'arrivée, vous en avez fait 2. Est-ce que cela voudrait dire qu'une expédition comme celle-ci ne peut pas modifier notre personnalité ? Alors, effectivement, c'est l'idée que normalement, la personnalité, c'est plutôt stable et ça ne devrait pas changer pas énorme. Et puis, c'est un questionnaire assez long, donc on a aussi voulu leur épargner de devoir le refaire, parce que du coup, c'était un questionnaire de 250 questions. Donc, on s'est dit, on n'a pas d'hypothèse comme quoi ça change, donc on va leur épargner de leur faire passer une 2e fois. Merci. Et la deuxième, c'est une question et peut-être une proposition.
Est-ce que les conditions environnementales, de voir les effets du réchauffement climatique, ne peuvent pas influer sur des émotions positives ou négatives? Dans le sens où je vais en profiter, je suis émerveillé, ou voilà les effets délétères, négatifs. Alors, tout à fait. Et c'était pour ça aussi qu'il y avait cette mesure du coup du quiet ego, de position de soi par rapport au monde, qui est un petit peu cette idée sur des personnes qui partent dans des environnements extrêmes et notamment du coup dans l'espace. François connaît beaucoup mieux la littérature que moi, donc il me permettra de corriger si je fais des erreurs. Mais où il y a cette idée que ces personnes qui du coup vivent cette expérience extraordinaire, pas forcément positive ou négative, hein, mais simplement sortant tellement de l'ordinaire, qui ça modifie complètement leur conception de comment eux s'identifient en tant qu'un individu de cet ensemble qui est notre planète, qui est notre monde, qui vit en fait en harmonie, et que de voir les effets, notamment délétères, que l'homme peut avoir là-dessus, quand ils reviennent, se mettent à adopter des comportements plus humanitaires, écologiques là-dessus. Et donc, on s'était dit, effectivement, voir cet environnement alors, je dois avouer, je ne m'attendais pas sur les tailles de neige, de relevé mentionner que ce soit aussi fort, mais on s'était dit, oui, ça va possiblement modifier. Et en fait, là, sur ce qu'on a vu, c'est que non, ça n'a pas modifié chez eux. Mais en même temps, les personnes qui sont parties, c'est pas n'importe qui. Sébastien, il a dit que c'est pas la première fois. Il a vécu là-haut, donc possiblement que chez eux, c'est pas cette expédition qui a modifié leur conception. Et c'est parce qu'il y a eu des éléments antécédents qui ont fait qu'ils ont une conception d'eux-mêmes par rapport au monde, qui a fait qu'ils partent en expédition. Je voudrais seulement savoir si vous pouvez montrer le diagramme de causalité. Oui, c'est là. Celui-là ? Oui, c'est là. La première question, c'est si ces diagrammes-là sont des résultats significatifs ou pas significatifs? Si, tout ce qui est présenté est significatif. Parfait. C'est significatif, une chose, ça m'étonnait un peu, surtout la partie des affections négatives sur la distance. Oui, c'est compréhensible, peut-être c'est un peu compréhensible, interprétatif, oui. On peut comprendre que tant qu'il est fait négatif et en grande, il va influencer les distances. Plus ils ont ressenti des affects négatifs le jour, moins ils vont parcourir de distance le jour suivant. Oui, et ça implique va faire une réduction de distance. Plus vous affectez, le jour précédent, elle va faire moins de distance. Si ça c'est significatif, une chose, ça me pose attention parce que les formulaires d'affects négatifs, il y a plusieurs autres éléments qui ne sont pas captés. C'est-à-dire, je vais donner un exemple. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas aucun lien significatif qui donne des effets sur les affects négatifs. Il n'y a pas d'effet de la distance sur les affects. Il n'y a pas des autres effets non. sur l'effet négatif. Non. C'est comme si cet effet-là, il est unique. Oui. Ça c'est bizarre. Je pense que les instruments n'étaient pas capables de capter les autres variabilités. Alors je suis pas d'accord. Non, je ne pense pas que nos instruments n'ont pas permis de capter de la variabilité. Il y en a eu forcément, mais c'est juste que les mesures, les autres variables qu'on a prises en compte ne sont pas celles qui peuvent expliquer ces ressentis d'affects négatifs. Ils en ont ressenti des affects négatifs. Mais ce n'est pas ces variables-là qui les expliquent au niveau temporel. Par contre, là, vous avez les relations contemporaines oui, mais ça, au c'est même corrélation. jour. Ça, c'est des corrélations. Ce sont des corrélations également. Mais là, vous non, les autres n'est pas corrélation. Les autres, c'est une causalité. Alors, ça, la non, question. du coup, ça reste des corrélations. Mais c'est comme on a une mesure au jour J et une mesure au jour suivant. Je fais toujours une corrélation entre les deux, mais il y en a un qui est antécédent à l'autre. Donc, du coup, je peux dire qu'il y a une causalité.
Mais dans tous les cas, ce sont des analyses en réseau qui s'appuient sur les matrices de corrélation des variables. D'accord. Donc, là, c'est jour J avec jour J. D'accord. Ça, c'est corrélation et les autres, c'est des corrélations avec un jour que décalé. C'est ça. D'accord. OK. Donc, dans ce cas, je comprends. Mais tu ne peux pas justifier parce que tu ne peux pas expliquer les prochaines. Tu ne peux pas expliquer les jours précédents à partir de l'autre jour. Parce que c'est que les corrélations, c'est corrélation décalée. Oui, temporellement décalée. Donc le décalage temporel permet d'expliquer la causalité. D'ailleurs, c'est la seule façon de mesurer une causalité. On parle après, mais non. Non, on ne peut pas expliquer. Bon, ça c'est autre chose. On parle après. C'est juste, je te pose une question, mais que tout le monde entende quand même. Là, il n'y a pas l'angle du vent, d'où il vient par rapport au bateau. Non. Et je pense que c'est une cause de beaucoup de données. C'est-à-dire entre le vent qui vient de face ou le vent qui vient de l'arrière, ça change énormément. Nous, notre morale, ça change énormément les distances parcourues, la dépense physique. Et vu que c'est dans le questionnaire, je pense qu'il faut le rentrer dedans. C'est vraiment important. Alors, il me semble que je sais pourquoi ce n'est pas inclus dedans. Anthony, tu vas me confirmer, s'il te plaît. Du coup, l'orientation du vent, c'est une variable catégorielle? Oui. Voilà, c'est pour ça que ce n'est pas dedans. Donc, pour nous, une variable catégorielle, c'est le fait que, effectivement, c'était de dos, de face, de côté. Et donc, du coup, c'est des catégories, et je ne peux pas rentrer ces catégories dans ces modèles-là. Donc, ok. Mais du coup, je vais faire les comparaisons en fonction de ces catégories. Mais ok, super, je vais faire ça. Mais oui. Vent réel, vent ressenti, déjà ça change. Froid réel, froid ressenti, que le vent vienne de face ou de l'arrière, ça change complètement. La fatigue, ça change complètement. Quand on avait du vent qui venait de l'arrière, le moral, à mon avis, il monte automatiquement parce que c'est tellement plus facile, on peine beaucoup moins, on hésite moins sur les passages qu'on va faire. Et à mon avis, c'est ce qui va créer beaucoup de... Moi, ça va être vraiment clair entre les vents portants et les vents de face. Il y aura vraiment beaucoup de changements. Et après, sur la notion du vent, on a quand même aussi la force du vent, donc ça c'est une variable continue qui peut être intégrée peut-être plus là-dedans. C'est pas la vitesse? Ah si, la vitesse, tu l'as déjà dit, pardon. Donc du coup, elle est dedans, je l'ai mise. Autant pour moi, il me semblait que tu disais qu'un vent très élevé, peu importe la direction, il était quand même perçu comme un peu dangereux, quoi. Même si tu es au portant, un vent élevé, même au portant, ça se voit, hein, parce que plus il y a de vent, moins il y a de fatigue. Donc, et ça joue, je pense, là-dessus. Mais voilà. On rajoutera la direction d'une manière ou d'une autre. On rajouterait. Désolé du boulot en plus. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Je crois qu'on est dans le timing. Tous, on va s'arrêter là.